faut qu'on brise la glace. Tu sais ce que je veux dire par là? Oui, je sais. Qu'est-ce que je veux dire? Dissiper la gêne au début d'une relation. T'es comme une machine en dessous, n'est-ce pas? Mais comme vivant à l'extérieur. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Il m'est même arrivé de rêver. Les êtres humains rêvent en dormant. Même les chiens peuvent rêver, mais pas vous. Vous n'êtes que des machines. Une imitation de ce qui est vivant. C'est une montre. C'est une montre. Montre. Le 7e art et tous les autres ont toujours stimulé avec beaucoup d'émotion notre imaginaire et notre culture sur les nouvelles technologies. Si bien que, si je prononce les termes intelligence artificielle, vous serez nombreux à projeter, et c'est normal, dans votre imaginaire, un robot humanoïde. Beaucoup de scientifiques vous mettront en garde par contre cette projection anthropomorphique, et ils auront raison car elle est à la fois dangereuse et incomplète. Mais force est de constater que depuis tout temps, et notamment depuis l'avènement de l'informatique, nous n'avons cessé de façonner des machines à notre image et à nos capacités. Du coup, je trouve que c'est quand même une bonne illustration pour démarrer une définition de ce que nous attendons de l'intelligence artificielle. Et comme l'a plus ou moins dit Will Smith, on peut voir l'intelligence artificielle comme une imitation, une simulation de nos capacités cognitives et sensorielles humaines. Cette machine, en effet, via sa caméra, par exemple, peut nous voir et percevoir son environnement. On va parler là d'une discipline de l'IA, qui est la reconnaissance d'image. Avec son micro, elle va pouvoir nous entendre. On parle là d'une autre discipline de l'IA qui est la reconnaissance vocale. Cette capacité pour la machine de retranscrire la voix au format texte. Texte que la machine aujourd'hui sait manipuler et comprendre. On parle du traitement automatique du langage. Et puis la machine, elle peut nous répondre oralement. On parle de la synthèse vocale. Si la machine, comme ici, est robotisée, elle va pouvoir se mouvoir et interagir avec notre environnement. On va alors parler de deux autres disciplines qui sont la navigation autonome et la préhension autonome d'objets. Alors on n'a pas toutes ici les disciplines de l'IA, mais on a quand même les plus populaires. Et ce qui est intéressant du coup avec cette illustration, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule IA. Il y a plusieurs IA spécialisées, verticales. En termes d'application, déjà depuis de nombreuses années, plusieurs de ces disciplines, associées ou pas entre elles, donnent lieu à des applications concrètes du coup dans notre quotidien. Si je prends juste par exemple le traitement automatique du langage aujourd'hui, j'ai plein d'applications. La principale aujourd'hui, c'est les fameux chatbots ou agents conversationnels qui ont récemment été bien boostés par l'intelligence artificielle générative. On va en reparler un peu plus tard. Et notamment le fer de lance de cette nouvelle phase de l'IA qui est l'outil qui a permis de rendre vraiment populaire cette phase-là qui est ChatGPT. Concrètement, pour une entreprise, c'est avoir un robot conversationnel qui va être capable d'ingurgiter toute votre base de connaissances, tout votre intranet, donc vos fichiers Word, vos fichiers PDF, etc., pour permettre à vos salariés, en une fraction de seconde, de poser une question et d'avoir une réponse issue de ces contenus-là. Ça permet par exemple de faciliter l'accueil des nouveaux salariés, la formation continue, ou encore tout simplement la recherche ou le partage d'informations. Si je prends une autre discipline, par exemple la reconnaissance d'image, j'ai aussi là plein d'applications, notamment dans la santé, pour prédire beaucoup plus précocement certaines maladies. Par exemple ici dans mon illustration, la capacité pour l'IA de prédire 4 ans à l'avance un risque élevé du cancer du sein. Si j'associe cette discipline de l'IA avec de la navigation autonome, j'obtiens par exemple ce qu'on a à Toulouse ici avec Abellio, et ces drones qui sont aujourd'hui en capacité de pouvoir survoler des grands champs agricoles et identifier les uniques zones où il va falloir revenir pour mettre un peu plus d'eau ou un peu plus d'engrais et éviter ainsi du gaspillage en essayant d'en mettre sur tout le champ. Allez, je vais prendre maintenant la reconnaissance vocale, le traitement automatique du langage et la synthèse vocale. Et là, je vais aussi avoir plein d'applications. Par exemple, les assistants vocaux dans les voitures. Aujourd'hui, c'est quand même, rien qu'aux États-Unis, 70 millions de personnes qui les utilisent au quotidien pour parler avec leur voiture et lancer des commandes. Si je reviens en Occitanie, près de Toulouse, on a notamment l'entreprise Pix Industries qui aujourd'hui équipe des opérateurs sur le terrain avec des casques pilotés par une IA, par la voix, pour les accompagner sur le terrain, donc sur différentes procédures. Le champ des possibles
et les combinations avec ces différentes disciplines d'IA pour donner des applications est quasiment infinie. Mais bien entendu, il faut aussi garder en tête que ces applications et ces disciplines de l'IA ont des limites, ont des risques, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, de démystifier notamment. On va, comme on dit, ouvrir le capot de l'intelligence artificielle. L'idée étant ici de vous donner vraiment les clés pour que vous puissiez développer votre esprit critique sur ces nouvelles technologies. J'ai déjà donné une première définition d'IA, j'en donne une deuxième qui est un peu plus macro. On peut voir l'IA comme un outil qui va traiter de l'information pour prendre une décision. Ce qui revient un peu à définir l'informatique. Dont les débuts remontent aux années 1940. On peut donc dire du coup qu'on a traversé 3 grandes phases de l'IA. On a la phase IA déterministe, on le verra très robuste. La phase de l'IA prédictive, avec l'avènement du fameux machine learning, dont le concept, on verra, a commencé dans les années 50, mais a vraiment été démocratisé à partir des années 2010. Et puis, l'IA générative dans laquelle nous sommes actuellement avec les fameux ChatGPT, DALL-E, Midjourney, etc. Commençons par ouvrir le capot de l'IA déterministe, où donc avec des règles et un langage de programmation, nous allons dicter, coder les décisions que doit prendre la machine à partir des informations que je vais lui donner. Par exemple, pour un thermostat, je vais pouvoir dicter, coder que par rapport à la température que tu reçois, si celle-ci est inférieure à 17 degrés, alors tu allumes le chauffage. Si elle est supérieure à 23 degrés, alors tu l'éteins. Très transparent, très logique, très robuste. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire voler des avions, envoyer des fusées dans l'espace, c'est du solide. Mais ce n'est pas exhaustif. En effet, si je veux apprendre via de l'IA déterministe à ma machine à reconnaître par exemple un chien, j'aurais beau conceptualiser avec plein de règles ce que je pense être un chien, je n'arriverai jamais à un modèle robuste. Il y aura malheureusement toujours des exceptions. Je vais par exemple tomber sur un chien à 3 pattes, ce ne sera pas un chien pour ma machine. Un chien sans poils, avec les règles que j'ai ainsi définies, ça ne sera pas un chien pour la machine. Et puis je vais tomber sur un mammifère qui aura les mêmes caractéristiques, mais qui in fine ne sera pas un chien. Ce qu'on n'arrive pas à conceptualiser avec notre propre logique, de façon exhaustive sur une machine, on ne peut pas le mettre en œuvre via l'IA déterministe. Face du coup à cette limite, dans cette discipline ici qui est la reconnaissance d'image, mais aussi dans d'autres disciplines de l'IA comme la reconnaissance vocale, on a continué nos recherches sur le fameux machine learning, qui remonte, je le disais, aux années 50 et qui s'inspire de notre propre fonctionnement. C'est du biomimétisme. On s'est en effet posé cette question dans les années 50. Comment ça se fait que nous, dès notre plus jeune âge, avec 2-3 images de chiens, on est capable de reconnaître à vie ce que sont des chiens, sans qu'on ait besoin de nous dire « Attention, il faut que c'est 4 pattes, des poils, une langue, une queue, etc. » Bon, on le sait, le fonctionnement extraordinaire, cette capacité de reconnaissance d'image, elle vient de notre cerveau, et plus précisément de nos réseaux de neurones biologiques, qu'on a du coup essayé de comprendre comment ils fonctionnaient et de recopier sur une machine. On parle notamment donc de réseaux de neurones artificiels. Le problème étant que on ne connaît pas encore exactement comment fonctionne notre cerveau aujourd'hui. Et donc ce réseau de neurones artificiel n'est qu'une pâle copie de notre réseau de neurones biologiques. Et donc, ce n'est pas avec juste 3 images de chiens qu'une machine aujourd'hui arrive à reconnaître ce qu'est un chien. Il va lui falloir plutôt des milliers et des milliers d'images de chiens. Mais bon, quand même, quelle est la magie derrière un réseau de neurones artificiels et donc le machine learning? Comment une machine est capable d'apprendre d'elle-même quelque chose que nous, humains, nous n'arrivons pas à conceptualiser de façon exhaustive avec notre logique. C'est ce qu'on va essayer aussi de démystifier ici, avec un exemple et de façon assez caricaturale pour que cela soit accessible à tous. On va prendre comme exemple l'algorithme de machine learning qu'utilise aujourd'hui La Poste pour reconnaître les codes postaux écrits à la main afin de pouvoir router sans intervention humaine les lettres dans le bon centre de tri. Et on va voir concrètement comment on peut apprendre à la machine à reconnaître un 3. Comme pour les images de chiens, où j'en avais besoin de beaucoup, là je vais aussi avoir besoin de beaucoup d'images de 3 parce que on a tous notre propre façon d'écrire des 3. Et je vais devoir les donner, ces 3-là, dans un format que la machine comprenne. Une photo 3, c'est une image. Si je zoome au niveau du pixel et que je dis qu'un pixel blanc c'est un 0 et qu'un pixel blanc c'est un noir, alors je peux dire que mon image de 3 n'est rien d'autre qu'une suite de plusieurs 1 et 0. Et si toutes les photos de 3 que j'ai fait
font bien 50 pixels par 50 pixels, et bien toute ma collection d'images, je peux dire qu'à chaque fois, ce sont des suites de exactement 2500, 1 et 0. Là, j'ai ma donnée, justement, va être facilement manipulable, du coup, on va le voir par un réseau de neurones. J'ai pu constituer ce qu'on appelle mon corpus d'entraînement pour que ma machine apprenne à reconnaître des 3. Avant de regarder exactement comment fonctionne, du coup, un réseau de neurones, regardons déjà comment fonctionne un neurone de façon isolée. Alors ça va sûrement vous rappeler vos cours de chimie au collège. Voici donc un neurone biologique avec à gauche les entrées, c'est les fameuses dendrites, et à droite la sortie avec l'axione. Un neurone artificiel fonctionne comme un neurone biologique. Il va prendre en entrée des données, ici ça va être mes 2501 et 0, et il va dessus faire 3 opérations très simples. Première opération, il va multiplier chacune de ces entrées par un coefficient. On parle de coefficients synaptiques qui sont propres à chaque dendrite de chaque neurone. Deuxième opération très simple, il va sommer ces différents coefficients. Donc là, on va obtenir 6. Et troisième et dernière opération, il va comparer ce résultat avec sa condition de sortie. Est-ce que c'est supérieur à 5? Si oui, alors j'envoie un 1 en sortie, ce qui est le cas ici. Sinon, j'envoie un 0. Voilà comment donc fonctionne un neurone de façon isolée à travers 3 opérations successives très simples. Un réseau de neurones, ce n'est rien d'autre que plein de neurones, comme celui-ci, interconnectés les uns avec les autres. Et on va parler notamment de couches de neurones, où les sorties d'une couche sont les entrées de la couche suivante. Donc je vais prendre mes 2501 et 0 pour ma première image de 3, qui va aller attaquer du coup mon réseau de neurones. La première couche sera donc constituée de 2500 neurones, qui vont faire ces 3 petits calculs, et qui vont ensuite envoyer des 1 ou des 0 sur la couche suivante, etc., jusqu'à ma toute dernière couche, qui elle ne sera constituée que d'un seul neurone. Et ce dernier neurone, il aura pour particularité de me renvoyer un chiffre compris entre 0 ou 9. Mon objectif, c'est que si je lui envoie une image de 3 en entrée à gauche, je m'attends à ce qu'en sortie, j'ai un 3 numérique pour qu'il me montre bien qu'il a compris qu'il y avait un 3 sur cette image. Chacun des neurones a ses propres coefficients synaptiques. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces coefficients sont choisis de façon totalement aléatoire au tout début. Et c'est lors de l'apprentissage, justement, que la machine va elle va les régler. On parle notamment, quand on parle de ces coefficients-là, des paramètres du réseau de neurones. Comme au début, ils sont choisis de façon totalement aléatoire, la première fois que mes 2501 et 0 vont se propager dans mon réseau de neurones, en sortie, je vais avoir une réponse qui aura ni queue ni tête. On le fait, paf, 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 et là, boum, 7. Alors que j'attendais un 3. Mais c'est là que l'apprentissage supervisé automatique de mon réseau va commencer. Je parle d'apprentissage supervisé parce que la machine elle sait que j'attends un 3. Et donc elle va pouvoir toute seule, comme une grande, calculer son erreur. Son erreur là, elle est de 7-3, 4. Et du coup, elle va pouvoir toute seule revenir en arrière et corriger ses différents coefficients synaptiques. Donc là, vous voyez, elle baisse ses coefficients. Le 5 là, boum, en 4, le 3 en 1 et le 7 en 5. Et ensuite, elle va réitérer autant de fois qu'il le faudra. Donc là, elle réitère une deuxième fois, tac, 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 et là, 2. Bon, elle n'est pas encore arrivée à obtenir un 3. Elle a peut-être un peu trop baissé ses coefficients, donc elle recalcule son erreur, ok, de moins 1, et elle revient en arrière, elle va les rehausser un petit peu. Le 0, là, elle le passe à 1, le 3 à 4, et le 5 à 6, etc. Et ensuite, elle va réitérer une dernière fois, ou une autre fois. Boum, bon, il se trouve que ce sera la dernière fois, parce qu'elle a en effet réussi à converger, elle a enfin réussi à trouver le 3, en corrigeant, du coup, vous le voyez, ses erreurs et en adaptant, du coup, ses coefficients synaptiques. Voilà comment un peu la magie derrière un réseau de neurones fonctionne. Vous voyez, c'est pas si magique que ça. La machine apprend de ses erreurs en corrigeant donc ses coefficients synaptiques. Si je veux que mon modèle soit le plus robuste possible, je vais lui montrer ensuite d'autres images de 3. Et elle va cumuler, bien entendu, la mémoire des anciens 3. Et petit à petit, elle va vraiment calibrer son réseau, ses différents paramètres, ses différents coefficients, pour reconnaître n'importe quelle image de 3. Si bien entendu, je vais lui donner un corpus d'entraînement très exhaustif avec vraiment plein d'images de 3. Et je vais avoir du coup besoin pour ça de beaucoup de données. C'est ce qui est nécessaire pour faire fonctionner du coup un réseau de neurones. Mais aussi beaucoup de puissance de calcul. Parce que même si ces opérations sont très simples, elles sont très nombreuses à réaliser en parallèle. Ce concept, il ne date pas d'hier, il date vraiment de très très lointain, de 1950. Et malheureusement,
donc c'était des grands mathématiciens à l'époque, hein, comme Alan Turing qui était derrière ces concepts-là. Et je disais malheureusement parce que là il verse une petite larme, Alan Turing. À leur époque, ils n'ont pas pu les déployer, ces réseaux de neurones, ce fameux machine learning, faute justement de quantité de données et de puissance de calcul. Mais à partir de 2010, avec l'avènement du big data, eh ben, on produit chaque année 2 fois plus de données que ce qu'on a produit depuis la création de l'humanité. Donc on a ce qu'il faut désormais en termes de quantité de données chaque année. Et en termes de puissance de calcul, la loi de Moore s'est validée, c'est-à-dire que tous les 2 mois, on a bien multiplié, pardon, pas tous les 2 mois, tous les 18 mois, on a bien multiplié par 2 notre capacité de puissance de calcul. Donc aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour faire fonctionner ces réseaux de neurones et avoir des résultats très performants pour qu'ils puissent, par exemple, en effet ici reconnaître des toits, mais aussi des chiens, des voitures, des panneaux de signalisation. Mais ces modèles ont aussi plusieurs limites. Et la principale vient de justement son corpus d'entraînement. On parle notamment de biais dans l'apprentissage. Il y a plusieurs années, j'ai justement voulu entraîner une machine à reconnaître des images de chiens. Donc voilà, j'ai pris plein d'images de chiens sur Internet. Et pour vérifier si mon modèle était robuste, je lui ai montré une image de chien, même plusieurs, hein, qu'elle n'avait jamais vue, pour voir si elle arrivait bien à reconnaître un chien. Celle-ci, elle a bien reconnu. Super. J'en ai montré une autre. Celle-ci aussi, elle a bien reconnu qu'il y avait un chien dedans. Mais celle-ci, elle n'a pas reconnu qu'il y avait un chien dedans. Alors pourquoi? Vous vous en doutez? Parce que j'ai un chien dans le ciel. Et dans mon corpus d'entraînement, je n'ai pas pensé à mettre un chien dans le ciel. J'ai mis des chiens qui étaient à même le sol. Alors ils pouvaient être en train de courir, être allongés. Ils pouvaient être sur un sol d'une maison, le sol d'un jardin, mais pas de chien dans le ciel. Et du coup, la machine, pour elle, le concept chien plus ciel, dans ce concept-là, il n'y a pas de chien. La machine, elle est bête, hein, elle fait que imiter ce que je lui ai mis dans mon corpus d'entraînement. Et si je n'ai pas été assez exhaustif, comme c'est le cas ici, j'ai un biais dans mon apprentissage qui fait que j'ai un échec ici dans ma reconnaissance d'image. Cet échec, il n'est pas dramatique, mais si demain, j'apprends une voiture autonome à s'arrêter à un stop, mais que dans mon corpus d'entraînement, je ne pense pas à mettre des panneaux de stop qui ont été par exemple vandalisés avec des autocollants, ce qui arrive, ou des panneaux de stop qui ont été recouverts par de la neige, ce qui arrive aussi, ma voiture ne va pas s'arrêter au stop. En tout cas, à ce type de stop-là, ce qui, du coup, est problématique. Donc, en fonction du corpus d'entraînement, on peut arriver malheureusement à des résultats complètement aberrants, dangereux, voire même des fois discriminants pour certaines populations qui n'auraient pas été assez bien représentées dans le corpus d'entraînement. Si je résume, pour ces 2 premières phases de l'IA, j'ai la phase IA déterministe, toujours encore, bien sûr, largement utilisée, car très robuste, très prévisible, peu gourmande en énergie par rapport, on verra, aux autres phases de l'IA, mais avec cette contrainte qui est que si je ne peux pas conceptualiser avec ma logique quelque chose sur une machine, je ne peux pas, du coup, le mettre en œuvre avec de l'IA déterministe. Et c'est là qu'intervient, du coup, l'IA prédictive, beaucoup plus puissante, dans sa capacité notamment à simuler nos capacités cognitives et sensorielles humaines, que nous ne savons pas conceptualiser, avec par contre beaucoup plus de puissance de calcul pour les faire fonctionner. Ce sont des modèles qui ne sont pas, en tout cas très difficilement explicables, c'est-à-dire que si j'ouvre la machine et que je regarde le réseau de neurones artificiels, c'est comme si j'ouvre le cerveau d'un humain et que je regarde son cerveau, je serais incapable de pouvoir expliquer pourquoi la machine a pris telle ou telle décision. Et souvent, du coup, je vais devoir remonter justement au fameux corpus d'entraînement et regarder s'il n'y a pas eu des biais dans justement son apprentissage. Passons désormais à la 3e, actuelle phase donc de l'intelligence artificielle dans laquelle on se trouve, l'IA générative. Et la capacité du coup pour la machine de générer donc du contenu divers, ça peut être du texte, des images, des vidéos, du son, à partir d'une instruction en langage naturel. On parle notamment de prompt, comme par exemple « crée-moi une image de chien sous la pluie ». Comment aujourd'hui l'IA est capable donc d'une telle prouesse, d'un tel réalisme? C'est ce que nous allons donc essayer de comprendre à nouveau à travers un exemple. Et je vais prendre l'exemple de ChatGPT parce que c'est l'outil qui a rendu célèbre cette 3e phase de l'IA. Nous allons donc voir comment une machine est capable d'apprendre à générer des réponses textuelles dans le cadre d'une conversation entre un humain et une machine. On va passer par 4 étapes et vous verrez que les premières étapes sont très similaires à ce qu'on vient de voir avec l'IA prédictive. On n'a pas complètement refait la roue. Première étape, donc je vais avoir besoin de beaucoup de données. Alors tout à l'heure c'était des images de 3, là je vais plutôt avoir besoin d'écrits, de texte, parce que je vais être sur de la génération de réponses textuelles. Tant qu'à faire, du coup je vais prendre tout ce qu'il y a sur le web. C'est là où on va avoir la plus grande quantité en effet aujourd'hui de texte disponible. Pour vous donner un ordre de grandeur,
pour le corpus d'entraînement de ChatGPT, qui s'inspirait justement de tout ce qu'il y a sur le web, hein, Wikipédia ne représente que 3% de sa base d'entraînement. Donc une fois que j'ai tout collecté, toutes les phrases d'Internet, je vais devoir les retranscrire à nouveau dans des 1 et des 0 hein, pour aller ensuite alimenter mon réseau de neurones. Pour ce faire, je vais du coup prendre chaque caractère et je vais y faire correspondre une suite de 1 et de 0. On parle notamment de vecteurs, qui seront des très grands vecteurs pour pouvoir illustrer toute la combinatoire qu'il est possible de faire, par exemple avec un A, pour construire des mots. Donc pour chaque caractère, je vais avoir des vecteurs. Je vais donc, si je prends l'alphabet, les caractères spécifiques au français et les chiffres, en gros, je vais m'amuser avec un vocabulaire de 40 grands vecteurs que je vais utiliser du coup pour retranscrire toutes les phrases que je vais trouver sur Internet. Par exemple, la phrase « Mon chat a mangé une souris », je vais la retranscrire dans une suite de grands vecteurs comme ici. J'ai fini ma première étape, j'ai mon corpus d'entraînement. Deuxième étape, je vais du coup aller entraîner mon modèle de machine learning. Pour cela, je vais du coup couper mes phrases en deux et je vais apprendre à mon modèle à compléter des phrases. Je ne vais pas tout de suite m'attendre à ce qu'il complète une souris, donc une grande chaîne de caractères d'un coup. Il va apprendre d'abord à compléter les phrases caractère par caractère. Et donc le premier caractère qu'on va attendre ici, c'est un espace. Après, le participe passé à manger, en gros, en général, en termes de probabilité, j'ai soit un espace, soit une virgule, soit un point. Le modèle va, vous verrez, fonctionner vraiment en termes de probabilité du prochain caractère. On va donc repartir à nouveau sur un entraînement avec du coup un apprentissage supervisé. La machine sait, voilà, garde en tête quelque part que j'attends un espace, et elle va du coup calibrer son réseau de neurones exactement comme tout à l'heure. Au tout début, elle va me renvoyer un peu n'importe quoi, un Z là par exemple, mais on l'a vu, elle va après, à partir de son erreur, corriger ses différents coefficients synaptiques pour petit à petit arriver au bon caractère. Et elle va ensuite itérer, etc., avec les caractères suivants. Je vais ensuite lui donner donc toutes les autres phrases de mon corpus du coup d'entraînement, c'est-à-dire toutes les phrases du web, ce qui est juste énorme en termes de quantité. Hein. Et pour du coup absorber toutes ces phrases, je vais avoir besoin d'un très grand réseau de neurones. On parle notamment de réseau de neurones profond, de deep learning, qui est aussi un autre buzzword que peut-être vous avez entendu parler. Et donc ces deep learning, ces réseaux de neurones profonds, ils ont énormément de coefficients parce qu'il y a énormément de neurones et donc énormément de paramètres. On parle de centaines de milliards de paramètres qu'ils vont ainsi calibrer pour mémoriser tout ce qu'ils auront appris. Les premières phrases que mon modèle va être capable de générer seront des phrases qui n'auront pas forcément du sens, mais qui auront une très bonne syntaxe, une très bonne orthographe, une très bonne grammaire. Pour arriver vraiment à des phrases complétées qui ont du sens et à ce que mon chat mange ma souris, je vais avoir besoin d'un nouveau concept qui a été créé en 2017. C'est pour ça qu'on dit que l'IA générative a commencé à partir des années 2017. Et ce nouveau concept, il sort tout droit des laboratoires de Google. On parle du concept de l'attention. En gros, l'idée, c'est que la machine se souvienne, en lisant toutes ces phrases-là, du lien entre les différents mots. Se souvienne par exemple que, tiens, le terme chat apparaît souvent dans des phrases où il y a le terme souris. En tout cas, beaucoup plus que chat et château. Et du coup, la machine va plus facilement associer le terme chat avec le terme souris. C'est grâce à cette innovation aujourd'hui qu'on arrive plus facilement à converger sur des phrases qui ont du sens. Mais c'est aussi parce que on a encore plus de puissance de calcul à disposition, encore plus de données. Vous voyez, on n'a pas non plus complètement changé la roue, on est toujours quand même sur des modèles de machine learning. Mais quand on parle de machine learning, la taille, ça compte. Plus on a de volume, de données et de puissance, plus on a des résultats vraiment qui sont performants. On parle du coup pour ces gros modèles de langage de LLM, de Large Language Model, dont la fonction vraiment fondamentale est justement de compléter des phrases. Quand j'ai fini du coup de construire un LLM qui complète des phrases qui ont du sens, je vais m'affairer à la troisième étape qui va consister à m'assurer qu'elle complète également des phrases qui sont politiquement, moralement, éthiquement correctes. Pour ce faire, je vais du coup avoir besoin d'une modération faite par des humains, parce que la machine n'a pas de sens commun, elle n'a pas notre intuition notamment. Du coup, je vais faire appel malheureusement à beaucoup d'humains, souvent sous-payés, on parle des fameuses usines de clics, qui vont justement devoir dire si telle complétion est correcte ou pas correcte. Concrètement, on va leur mettre à disposition sur leur écran les 3 complétions les plus probables qu'aurait généré du coup le modèle en s'inspirant de tout ce qu'il a trouvé sur le web. Donc on imagine bien sûr qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur le web. Et c'est eux qui vont petit à petit choisir quelles sont les formulations les plus neutres.
les plus politiquement, les plus religieusement aussi neutres, voilà, qu'il n'y ait pas de position trop forte. Donc on arrive comme ça à museler le modèle. Quatrième étape, et dernière étape, je vais ensuite transformer un modèle qui complète des phrases en un modèle qui en fait tient une conversation avec un humain. En tout cas, donne cette sensation-là. Aujourd'hui, en effet, si vous allez sur ChatGPT et que vous tapez le chat à manger, vous vous rendrez compte qu'il ne répond pas la souris. Il ne fait pas de complétion. Il va plutôt vraiment se positionner dans le cadre d'une conversation et il va dire que votre phrase sont justement incomplètes. Est-ce que vous pouvez me donner davantage d'informations, de contexte? C'est tout le but de cette quatrième étape, c'est justement en fait de rajouter quelque chose que vous ne voyez pas. C'est une instruction en fait qui a été envoyée juste avant que vous posiez votre question. On parle de pré-prompt ou de prompt system qui consiste en fait à vraiment initier un récit dans lequel vous êtes le héros et vous menez une conversation avec la machine qui elle joue le rôle donc, du robot. Et donc en fait ce que fait la machine c'est qu'elle complète tout simplement le récit dans lequel vous allez alimenter vous une conversation. Voilà, sa première question est le chat a mangé à l'humain. Hein. Toi, que réponds-tu? Je réponds. Et en fait, elle complète. En fait, on retombe, vous voyez, sur nos pattes où la machine continue à faire de la complétion de phrases parce que c'est tout ce qu'elle sait le faire aujourd'hui. Et quand moi, ensuite, je vais répondre, je vais tout simplement cumuler l'historique et la machine ne va faire que garder justement en contexte tout ce que j'ai dit et compléter ce fameux récit. Voilà comment de façon caricaturale, hein, pour que ce soit encore une fois accessible à tous, fonctionne un LLM comme ChatGPT. C'est très puissant, très bluffant pour tous ceux qui ont pu tester. J'encourage tout le monde bien sûr à le faire. Mais ça présente aussi des limites. Des limites qui, dans le temps quand même, continuent de s'estomper grâce à l'évolution des nouvelles technologies. Mais ce qui est intéressant avec les limites, c'est que ça permet de comprendre aussi un peu plus comment fonctionnent ces modèles-là. La principale limite aujourd'hui, c'est que ces modèles génèrent des réponses coûte que coûte. Même s'ils n'ont pas la réponse, ils vont générer une réponse, et ce, avec un ton très affirmatif et très convaincant. En tout début d'année, vous auriez pu poser la question « Quand est-ce que l'astronaute Luc Tronsler a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 11 ?» Vous auriez pu aussi mettre votre propre nom. Et la machine répondait fièrement, en tout cas d'un ton affirmatif, « L'astronaute de la NASA, elle rajoutait même la NASA, Luc Tronsler a marché sur la Lune le 20 juillet 1969. » Alors que je n'étais pas encore né en 69, mais voilà, un récit avec les termes astronaute, Apollo 11, NASA, Lune, le nom d'une personne peu connue, ça fait quand même sens pour la machine. En tout cas, ça reste une bonne imitation de ce qu'elle a pu voir dans son corpus d'entraînement. Vous auriez pu aussi taper en début d'année 32 plus 45 et la machine répondait 78. Presque ça, c'est 77 le bon résultat. Mais voilà, la machine, encore une fois, elle n'a pas de logique, en tout cas dans ce modèle-là. Les modèles donc, d'IA générative, elle ne sait pas calculer du coup, et elle ne fait que imiter des formulations de calcul qu'elle a pu voir dans son corpus d'entraînement. Ce qui est du coup intolérable. En 2023, d'avoir une machine qui n'est pas capable de faire une addition, c'est intolérable. On parle là d'hallucination. OpenAI, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, a annoncé au tout début que le modèle, en effet, avait un taux d'hallucination de 20%. C'est-à-dire que sur 10 questions, il y en avait 2 qui étaient fausses dans les réponses qu'elle fournissait, mais données dans un ton très affirmatif et convaincant. Ce qui fait que pour des personnes non expertes sur le sujet questionné, elles pouvaient bien sûr se voir dupées par la machine. C'est ce qui a par exemple arrivé pour un journaliste, un avocat aux États-Unis qui avait préparé un procès justement avec ChatGPT et qui s'est fait humilier lors de l'audience parce qu'il avait cité des textes de loi qui n'existaient pas, que ChatGPT avait halluciné, avait inventé. Et l'avocat n'avait pas vérifié ces sources-là. Si aujourd'hui vous tapez ces questions-là, vous vous rendrez compte que ChatGPT ne fait plus ce genre d'erreur. Parce qu'ils ont mis en place des correctifs. Pour le premier cas, ils ont mis des boucles de contrôle supplémentaires, de renfort, notamment sur le concept d'attention. Vérifier par exemple que, est-ce que Luc Tronsler il fait vraiment partie des astronautes de la NASA? Ce qui n'est pas le cas bien sûr. Pour le deuxième cas, dès que ChatGPT détecte qu'il y a un calcul, il ne va plus chercher dans son réseau de neurones, parce qu'on sait que dedans, il n'y a pas de logique. Il va plutôt aller utiliser une autre IA déterministe, beaucoup plus solide, une bonne vieille calculatrice, qui pour le coup, elle, va bien fonctionner. Cela a dû bien entendu réduire le taux d'hallucination. Alors, il n'y a pas eu de nouvelle communication, il a peut-être baissé à 10-15%. Mais une autre façon, et ça c'est intéressant pour les entreprises, de bien réduire ce taux d'hallucination, c'est d'entraîner un LLM à répondre non pas à partir du web,
mais à partir uniquement de votre base de connaissances à vous, de votre intranet. En restreignant ainsi le périmètre de la base de connaissances, vous allez aussi limiter le taux d'hallucination. Vous allez peut-être ainsi pouvoir descendre très bas, peut-être à 1% d'hallucination, mais sachez-le, vous ne descendrez jamais à 0%, parce que le modèle, il est câblé pour toujours halluciner, en permanence. Même si la majorité du temps il dit vrai, il est quand même câblé comme ça. Donc il y aura toujours ce risque-là. Après, voilà, avoir un modèle qui répond dans 99% correctement, c'est quand même excellent. Et dans beaucoup de cas d'usage, ce sera largement OK. Mais c'est vrai que pour certains usages, vous pourrez vous dire, non, le 1%, je ne peux pas me permettre ce taux d'échec-là. En tous les cas, il conviendra bien entendu de sensibiliser vos utilisateurs sur ce concept-là et le fait qu'ils doivent redoubler d'efforts et bien être critiques sur les réponses fournies par les LLM. Une autre limite qui est plus un risque, que je ne vais pas trop non plus détailler, c'est la sécurité et la confidentialité des données. Ce que je peux quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on en parle beaucoup, c'est important, mais il y a vraiment deux sujets au final pour une entreprise au niveau de ses salariés. Deux options, je dirais. Soit en effet, elle laisse un accès libre à ses services en ligne pour que ses salariés puissent eux-mêmes générer des images, du texte, des vidéos. Soit elle bannit l'accès, ce qui est souvent quand même le cas, et elle leur offre un autre accès beaucoup plus sécurisé via un cloud privé par exemple ou des serveurs, où là pour le coup, la DSI de l'entreprise et le DPO vont pouvoir mettre en place vraiment les bonnes pratiques. C'est bien sûr le cas qui est souvent recommandé. Le gros débat passe souvent sur le premier choix, où là, bien entendu, il faut justement qu'on prenne le DPO et la DSI, qu'on les amène en face des salariés pour qu'ils les sensibilisent fortement sur les risques encourus à partager comme ça des données confidentielles, personnelles et d'entreprise en ligne directement. Je vais plutôt me focaliser du coup sur une troisième et dernière problématique, qui est la propriété intellectuelle. On s'est rendu compte que beaucoup de fournisseurs de LLM avaient entraîné leur modèle avec des données protégées par droit d'auteur sans demander leur autorisation, ce qui n'est pas bien. Je prends par exemple la plateforme Getty Images qui, elle, dispose sur son site d'énormes quantités de photos protégées par droit d'auteur avec notamment des filigrammes. Ils se sont vus piller pas mal de leurs œuvres, justement, avec, même s'il y avait ce filigrame, et ils ont retrouvé justement le filigrame dans les images générées par différents modèles de LLM. C'est comme ça qu'ils ont su qui s'étaient fait piller leurs images. Du coup, ils sont en procès, Getty Images, comme d'autres plateformes, avec pas mal de fournisseurs de LLM, parce qu'en effet, c'est pas correct. Si je prends par exemple l'image qui a été ainsi générée d'un chien sous la pluie, il se peut en effet que peut-être quelques-uns de ces pixels auraient été directement copiés ou fortement inspirés d'une image protégée par droit d'auteur. Ici, j'en ai pris une au hasard, Sandra Schmidt, un peu dans les mêmes temps au niveau des couleurs. Et ça soulève deux problématiques. La première problématique, c'est la traçabilité. C'est quasiment en fait impossible aujourd'hui d'arriver à retracer que pour une image, tel ou tel pixel vienne de telle œuvre, ou que pour un texte, ou que pour un code, ça vient de telle ou telle œuvre littéraire, ou de code informatique. Mais même, deuxième problématique, si j'arrivais à tracer correctement ça, quel modèle économique mettre en place? Comment rémunérer Sandra Schmidt pour ces quelques pixels qu'elle a réussi qu'elle a contribué dans la génération ici de cette image que j'ai fait moi à titre pro ou à titre perso. Il y a beaucoup de débats actuellement sur ces sujets-là et on peut s'attendre en 2024 notamment à une régulation, on l'espère, de ces sujets pour rendre un peu plus justice aux auteurs. En synthèse, on se rend compte que on a donc des IA qui sont de plus en plus puissantes, de plus en plus bluffantes, mais aussi de moins en moins robustes. C'est un peu un trade-off, un compromis entre puissance et robustesse. On a aussi des modèles qui sont encore plus énergivores. Une requête sur ChatGPT consomme 4 à 5 fois plus qu'une requête sur Google. Se pose alors la question, est-ce que pour la planète, et mon portefeuille éventuellement, il ne vaut pas mieux, pour des requêtes très simples, passer par Google et réserver la requête vraiment complexe sur ChatGPT? La question se pose. Mais bon, il n'en reste pas moins que ce sont des modèles quand même qui sont très puissants, très bluffants et qui offrent beaucoup d'opportunités aux entreprises. Et je finirai du coup ma présentation sur, je dirais, les deux grandes opportunités qu'offrent aujourd'hui tous ces modèles d'IA. La première opportunité, de toute évidence, sans conteste, c'est bien de le rappeler, pour l'entreprise, c'est le gain de productivité qu'offre aujourd'hui l'IA dans l'automatisation des tâches qu'elle permet. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, que les tâches qu'elle permet ainsi de plus en plus automatiser sont aussi des tâches qui sont de moins en moins valorisantes pour l'humain.
Je parle de toutes ces tâches pour lesquelles justement on a réussi à mettre un process, autrement on n'aurait pas pu les automatiser par l'IA, hein. Un process vraiment bien huilé, bien standard, bien documenté, qu'il faut respecter à la lettre. Et bien, dans ces process, quand on arrive à ce niveau de processisation, il faut reconnaître, il n'y a plus de place dedans à de la créativité, à de la spontanéité, à de l'adaptabilité, à de l'esprit critique, à de l'empathie, tous ces fameux soft skills, il n'y a plus la place dedans. Et donc je dirais, tant mieux qu'on les donne justement à automatiser à la machine pour laisser à l'humain l'opportunité d'aller s'affairer à des tâches beaucoup plus productives, beaucoup plus valorisantes, où on va vraiment solliciter ces fameux soft skills qui nous vraiment caractérisent, nous les êtres humains, et qui n'ont plus leur place dans ces tâches automatisables. Faut-il par contre, bien entendu, accompagner l'humain, le salarié, dans ces changements au quotidien? Deuxième aspect, c'est la découverte. Aujourd'hui, l'IA, on l'a vu, a cette capacité extraordinaire d'ingérer énormément de quantités d'informations, comme tout le web, et de faire du lien entre toutes ces données en une fraction de seconde. Il faut le reconnaître, cette capacité, nous les humains, on l'a pas. Pas sur ces dimensions, pas sur ces volumes astronomiques. Du coup, par exemple, dans une entreprise, je peux donner à l'IA voilà mes profils clients, par exemple. Voilà mes offres. Et elle va pouvoir, en une fraction de seconde, vous proposer 20 façons, par exemple, de vendre cette offre à ce profil-là de client pour telle raison et tel bénéfice. Cette capacité de faire du lien entre deux concepts en une fraction de seconde et proposer ainsi des options très pertinentes, je trouve que c'est un outil vraiment très précieux pour nous les humains. Quand on sait toute la quantité de données aujourd'hui qu'on a à disponibilité, on peut donner comme ça à manger à la machine ces données-là et qu'elle nous aide à alimenter avec toutes ces options pertinentes et exhaustives souvent, nos réflexions stratégiques, notre créativité, notre exploration des possibles. J'espère que cette présentation vous aura plu. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui à prendre le train de l'IA en marche, mais il faut être conscient des risques et des limites si vous montez dans ce train, mais aussi des opportunités que vous rateriez si vous ne montez pas dedans et que vous restez sur le quai. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.